Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Christophe Kalbfleisch. Bonjour Yves. Je te présente succinctement et ensuite on se lance dans le vif du sujet qui va être assez intéressant, je trouve. Donc, tu es actuellement cofondateur et COO, c'est Chief Operations Officer, c'est-à-dire que tu gères les opérations, tu nous expliqueras peut-être plus précisément ce que c'est, Oui. de Listminute, une start-up qui... en gros, met en relation des particuliers ou des entreprises avec des prestataires indépendants, on va dire, qui peuvent faire plein de petits services. Ça va du babysitting au jardinage, en passant par peut-être une livraison, des choses comme ça. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ok, tu décriras peut-être plus précisément que moi et mieux. Tu as 31 ans et c'est une boîte que tu as montée il y a 8 ans avec d'autres associés et pendant tes études. Tout à fait. Ok. Alors j'ai une première question justement. Est-ce que c'est ce que tu imaginais faire justement en commençant tes études ? Alors là, pas du tout. Donc en fait, j'ai fait mes études à la base pour devenir trader. J'étais... Oui, donc pas du tout. Non. Depuis mes 12 ans, je pense, j'ai commencé à faire des petits investissements à gauche, à droite, sous l'impulsion de mon père. Et donc j'ai toujours trouvé ça très très chouette. Et donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille étudier la finance et devenir trader. Sauf que la première année à l'université, c'était l'année de la crise financière. Ouais. Donc on a appris aussi tout le monde de la finance et tout ce qui est un peu derrière, etc. Ça m'a un peu mis un petit coup parce que je me disais que est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire finalement, faire de l'argent avec de l'argent, etc. Donc j'avais un peu des petites questions sur le sens de ma carrière future. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis plus orienté vers tout ce qui était stratégie. Et donc, j'ai notamment fait un stage dans un cabinet de consultance en stratégie. Ça a été une expérience incroyable pour me rendre compte de quel était ce métier-là, qui est un métier très demandeur et très intense, mais très intéressant. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait pour moi parce que je me voyais pas bosser non-stop du matin au soir pour un patron. Et donc, c'est là où j'ai commencé aussi à travailler sur des projets un peu sur le côté. Et finalement, de fil en aiguille, c'est là aussi où j'ai rencontré donc mes associés avec qui je suis toujours associé aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a lancé Listminute quand j'étais entre ma 4e et 5e à l'université. Et à la base, pour mes parents, c'était un peu flippant entre guillemets parce qu'ils s'imaginaient plus que j'allais devenir travailler dans la finance ou dans la stratégie ou quelque chose comme ça. Et puis du jour au lendemain, boulot rangé. Voilà, tout à fait. Enfin, rangé mais intense. Et ils avaient toujours cru ça de moi durant toutes ces années à l'université. Et puis quand j'aurais annoncé que en fait j'avais lancé ce projet et que la première année j'allais pas être payé, etc. Alors que tous les autres personnes qui terminaient leurs études, eux avaient tout de suite accès à des beaux jobs avec une voiture de société, etc. Pour eux, ça a été toujours un petit choc. Enfin, même encore aujourd'hui, des fois on en rigole, mais par exemple pour mon père, avant 5-6 années d'existence de Listminute, j'ai l'impression qu'il considérait pas vraiment que j'avais un vrai job, et donc ça a toujours été essayer de lui prouver finalement que c'est un vrai job ce que je fais, et aujourd'hui il en est bien conscient. Ouais, c'était un peu ton petit jeu. Ouais, tout à fait. Ok, et comment est-ce que... Donc c'est avec 2 autres associés ? Oui, à la base, c'était avec 3 autres. Okay. Donc ça, j'expliquerai peut-être tout à l'heure, parce que quand on crée une entreprise, en fait, en tant qu'étudiant, souvent, on va le créer aussi avec des personnes avec qui on s'entend très bien, des amis, et on part sur un projet. Et puis par après, il y a des choses qui font que la vie d'entrepreneur, parfois, c'est très très compliqué. Et donc à ce moment-là, il y a aussi des tensions, des divergences de vision par rapport à l'entreprise qui se créent. Et donc, on a dû à un moment donné séparer nos chemins avec un de nos associés. Et donc ça, si
je peux déjà partager quelque chose que je trouve vraiment important, intéressant et que je ne referai plus a priori dans le futur. C'est de lancer mon entreprise avec, que ce soit un ami ou par exemple mon épouse. Pour moi, ça me semble ça peut en fait être positif, mais c'est un énorme risque. Et mettre en jeu une amitié ou une relation ou quoi que ce soit, je trouve que ça vaut pas la peine. Et donc, je dirais en tout cas aux personnes qui veulent se lancer avec des vrais très bons amis ou voilà leur femme ou leur mari, de faire très attention parce que il y a toujours des moments où ça va aller moins bien, où il y aura des grosses questions qui vont se poser et ça peut créer des problèmes. Bon, merci déjà pour ce partage. Et du coup, on peut en parler tout de suite, mais comment est-ce que c'est venu cette idée justement ? Oui, donc moi pour le coup, donc dans mes études, j'étais en master en finance, comme j'expliquais, donc un espèce de parcours classique dans mes études. Et mes associés, ils étaient dans un programme assez spécifique à Louvain-la-Neuve, à la LSM, qui s'appelle CPME, Création Petites et Moyennes Entreprises, qui est donc un master d'entrepreneuriat, où en fait il faut postuler et l'université va choisir dans différentes facultés, par exemple un biologiste, un informaticien, quelqu'un qui a fait le droit, business, etc. Et ils montent des petites équipes de 3, 4, 5 pour pendant 2 ans travailler à un mémoire commun qui est donc au final créer un business plan pour se lancer dans la vie active en tant qu'entrepreneur par la suite. Donc ça c'est un peu l'idée. Dans la réalité, il y a quand même pas énormément d'entrepreneurs qui se sont lancés après le programme. Enfin chaque année, il y a comme ça 50 étudiants qui y participent. Et donc l'idée, voilà, elle vient pas spécialement de nous. Quand il a fallu réfléchir voilà, il faut qu'on crée une entreprise, on a été discuter, enfin eux à ce moment-là ont été discutés avec pas mal de gens et finalement lors d'un voyage en Erasmus d'un de mes associés qui était aux États-Unis, il a vu en fait quelque chose qui s'appelait TaskRabbit aux États-Unis, qui est un peu le list minute américain, qui s'est fait racheter il y a quelques années par Ikea et qui aujourd'hui est très très gros, hein. Ils avaient levé 40 millions de dollars, enfin c'est vraiment quelque chose qui est assez connu aux États-Unis. Et puis il a ramené entre guillemets le concept et il s'est dit il faut qu'on l'applique ici en Belgique et par la suite en Europe. Et ça c'était un peu d'où venait l'idée, quoi. Ok. Et donc eux ont travaillé sur leur mémoire ou quelque chose comme ça sur ce sujet-là. Voilà. Et toi? Donc eux ils avaient ça vraiment dans le cadre de l'université, et puis au moment ils se sont dit, en fait il y a eu énormément de retours très positifs des professeurs, donc je crois que c'était un mémoire où ils ont eu 90% à la cote finale, et donc les promoteurs étaient très très enthousiastes. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé de rejoindre le projet et de voir si j'étais chaud, me lancer au moment où on allait créer cette entreprise. Et moi j'ai tout de suite adhéré au projet. Je me suis dit s'il y a quelque chose à perdre, est-ce que c'est pas maintenant? Parce que ça c'est aussi une grande question qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est mieux de commencer tout de suite durant ou à la fin de ses études, ou de d'abord se faire une expérience et depuis se lancer en tant qu'entrepreneur? Et c'est vraiment un sujet que je discute encore beaucoup aujourd'hui avec des amis. Et donc il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Moi je trouve que l'avantage de le faire tout de suite, c'est que on a beaucoup moins de charges, de responsabilités, etc. Et donc ne pas avoir de gros revenus ou ne pas avoir beaucoup de temps aussi à investir dans cette start-up. Je trouvais ça un avantage. Après, le gros désavantage, c'est qu'on ne connaissait rien. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Après 5 ans d'études à l'université, tout ce que j'ai fait, il y a très très peu aujourd'hui que j'applique, à part des grands concepts ou peut-être une manière de travailler, un réseau qu'on s'est fait, etc. Mais finalement, il faut tout apprendre sur le tas. Et donc, ça peut évidemment compliquer la chose, ou en tout cas ralentir, par exemple, un développement. Aujourd'hui, si on devait recommencer une autre entreprise, j'ai l'impression qu'on irait 100 fois plus vite parce qu'on a dû tout apprendre from scratch en sortant de l'UNIF. Alors, mais l'inconvénient, c'est que si je le commençais aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 2 enfants, je les adore, hein, mais ce serait peut-être plus risqué ou voilà plus dangereux de me dire à un moment donné, pendant 1 an, je vais me lancer à fond sur ce projet, ne pas me rémunérer. Je connais des gens qui ont fait ça et j'ai énormément d'admiration pour eux, mais c'est pas non plus garanti que ça va mieux marcher, même s'ils ont plus d'expérience. Et donc voilà, il y a un peu les deux écoles. Je pense que c'est aussi une question de momentum et de rencontre aussi avec des associés potentiels. Et donc voilà. Et donc vous vous lancez, vous répartissez les tâches. Il faut faire du développement pour faire ce concept. Il faut trouver des clients. Il faut trouver
pas des fournisseurs, mais des membres, ou je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Oui, des prestataires. Bah oui, tout à fait. Donc au début, le premier objectif était de vraiment créer la plateforme. Donc d'un point de vue technologique, on parle de quand même, à un moment, c'était donc il y a 8 ans, on n'avait même pas encore de smartphone. Enfin, 8 ans, c'est énorme dans l'univers des startups. Donc premier objectif, c'est de créer une plateforme où les transactions en ligne allaient pouvoir se passer. Il n'y en avait pas encore énormément. Donc voilà, la première fois qu'on a vu de l'argent passer au travers de la plateforme, on s'était dit, OK, maintenant, techniquement, c'est bon. Allons chercher nos premiers clients. On a d'abord demandé à nos parents, nos amis, etc., pour essayer d'un peu amorcer la chose. Et puis, je me souviendrai toujours la première fois qu'un client, en fait, que je ne connaissais pas, a fait appel à un autre prestataire que je ne connaissais pas et a donc payé pour ce service. C'était un service de jardinage. Et voilà, on a touché une commission là-dessus. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est très important. C'est la première fois qu'on crée de la valeur avec un concept nouveau et qu'on arrivait à la capturer. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Et donc ça, c'est donc effectivement le début. Et après, faut savoir que c'est un business qui est assez compliqué, un business B2C. Il y en a très très peu en fait des startups B2C en Belgique. Je crois que plus de 80% des startups sont plutôt en B2B. Et ça, c'est dû au marché belge qui est en fait tout petit, fragmenté. Aujourd'hui, à refaire, si on avait fait une startup, si on refaisait une startup dans le B2C, sans doute qu'on s'attaquerait directement à un autre marché, style la France ou les États-Unis, parce que là, on a tout de suite accès à 300 millions de consommateurs qui parlent la même langue, qui utilisent la même devise, etc. Et donc, voilà, pas évident, en tout cas en Belgique, de se lancer dans le B2C. Et donc, par rapport à notre plan financier, businessman, etc., on a vite commencé à prendre beaucoup de retard et on s'est rendu compte qu'en fait, si on ne levait pas des fonds, ça n'allait pas être possible. Et c'est là où on a commencé à faire notre première levée de fonds qu'on peut peut-être discuter maintenant tout à l'heure. Je t'écoute. Donc la première levée de fonds très compliquée parce que, comme je disais, comme on est des étudiants et encore aujourd'hui, je trouve ça fou qu'on ait trouvé des investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent sur la table alors qu'on n'avait aucune expérience. Et donc comment ça s'est fait? La plupart des business angels, donc de ces investisseurs de early stage, donc qui investissent au début du développement d'une startup, ils nous posaient énormément de questions. Donc on allait les rencontrer à gauche, à droite, et à chaque fois, je me souviens aussi de meetings où on s'est pris des énormes claques, où on est retourné chez nous en se disant on n'y arrivera jamais, on n'a pas réponse à toutes ces questions, et donc du coup à chaque fois on travaillait, on revenait comme si on avait du homework à faire, et puis on revenait de fil en aiguille. Ces investisseurs se sont dit il y a vraiment un marché, votre produit pour l'instant il n'est pas adapté, mais on croit en cette équipe qui a l'air d'être très résiliente et non-stop à s'accrocher, et à chaque défi, chaque question, essayer de revenir avec des solutions. Et c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille, ils se sont dit, on va investir. Et donc on a levé 200 000 euros. C'était notre première levée de fonds. À ce moment-là, en sortant des études, 200 000 euros, ça paraissait aussi énorme. On s'imaginait pouvoir noyer la Belgique de communication et autres, et finalement on s'est rendu compte que l'argent partait très vite et que le cash c'était vraiment une question très importante. Et donc on a levé des fonds tout juste. On était quasi en faillite virtuelle, vu qu'on avait encore des factures à payer, on n'avait plus rien sur le compte, donc ça s'est vraiment joué à très très peu. Et donc cette première levée de fonds, c'était vraiment pour commencer le développement, à commencer à faire un peu de marketing, à continuer à développer la plateforme. Et on savait qu'on avait plus ou moins 18 mois à vivre et qu'il allait falloir passer à un prochain cap pour éventuellement relever des fonds ou aller chercher cette rentabilité. Mais être rentable dans un modèle B2C, économie collaborative, c'est très compliqué. D'ailleurs, jusqu'à peu, même des très grands noms comme Uber, Airbnb, etc. n'étaient pas encore rentables, alors qu'ils avaient quand même certains moyens aussi pour y arriver, quoi. Et donc dans ce cadre-là, vous êtes répartis les tâches, et toi tu as été COO. Voilà, donc ça, comment ça s'est fait? En fait, ma maman est néerlandophone et mon père est francophone, et ça a vraiment un lien parce que du coup, ils m'ont toujours mis à l'école en flamand, et j'étais le seul des quatre à connaître le néerlandais. Donc pour un tas de choses, vu qu'on voulait tout de suite opérer, enfin très rapidement, au début on était à Louvain-la-Neuve, puis le Brabant wallon, puis Bruxelles, puis toute la Wallonie, et puis toute la Belgique. On a très vite donc voulu opérer dans les deux langues, et donc voilà, pour une question de vitesse d'exécution, il fallait par exemple faire le marketing
marketing en néerlandais, en français. Il fallait faire les opérations, enfin le support en néerlandais, en français. On fait un peu de tout. Et donc moi qui à la base avait un background plutôt finance, je me suis retrouvé à me former intensément en marketing et aussi à faire en sorte d'améliorer en fait constamment nos opérations, d'automatiser un tas de trucs pour que je puisse continuer à dégager du temps. Et donc j'ai énormément travaillé avec notre CTO et associé, donc qui s'occupe de toute la partie technique. Et donc je dirais que finalement j'ai toujours été très orienté interne dans la boîte. Donc même encore aujourd'hui c'est vraiment ça ma répartition par rapport à mon autre associé qui a un background aussi business, qui lui est beaucoup plus orienté externe, qui va avoir beaucoup plus la relation avec les investisseurs, avec les partenaires, la presse, etc. Moi je suis beaucoup plus orienté en fait projet. Et aujourd'hui que l'équipe a grandi et on est presque 25, maintenant une grande partie de mon rôle c'est d'essayer de fluidifier en fait toutes les opérations, les interactions, les process entre toutes les équipes, et c'est de plus en plus challengeant parce que depuis qu'on a passé un cap de 10-15 personnes dans l'équipe, en fait la complexité du produit, des interactions s'est démultipliée très rapidement justement durant le Covid, et donc j'ai l'impression que de plus en plus en fait je lâche mon rôle plus opérationnel dans toutes ces différentes équipes, marketing, customer support, operations, etc. Et que maintenant, je dois beaucoup plus réfléchir à des solutions, mais qui touchent tout le monde, en fait. Et donc, ça, c'est un peu mon job actuel, au final. Et quand tu dis, du coup, structurer les équipes, automatiser les choses et tout, t'as des bons conseils à donner dans ce cadre-là, des solutions que t'as trouvées ou des... Oui, donc en fait, je pars souvent d'un problème. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne plus de manière optimale. Je vais très rapidement faire des petites interviews avec plusieurs personnes de l'équipe. Et puis, en fait, à nouveau, comme j'ai pas d'expérience, enfin, à part les 8 ans d'expérience de 10 minutes, je vais énormément rechercher de l'information en dehors de mon scope et donc de 10 minutes en tant que tel. Et donc, voilà, je vais parfois lire des choses sur Internet ou regarder des vidéos, etc. Mais surtout, je vais essayer de rencontrer un maximum de gens qui peuvent potentiellement rencontrer la même problématique. Et donc, par exemple, quand j'ai un problème de structure, d'organisation ou quoi que ce soit, je vais tout de suite déclencher 3-4 rendez-vous avec d'autres scale-up qui ont vécu ce passage de 20 employés à 50 employés pour comprendre comment eux l'ont vécu. Évidemment qu'avec leur culture, leurs produits, etc., ça va être différent, mais à moins de beaucoup se nourrir de ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment, c'est quasi systématique, quoi. Donc d'aller voir comment ça se passe autre part et d'essayer de l'adapter, en fait, à ce qui se passe ici. Et donc j'ai pas spécialement de trucs et astuces très précis, mais globalement c'est un peu la méthodologie que j'utilise pour essayer de me nourrir et d'être plus créatif finalement grâce aux autres. Oui, c'est ça. Et après, mettre en place des choses assez pratiques, mais en même temps qui structurent l'équipe. Oui, et ça, c'est un peu une seconde phase. Une fois que j'ai un peu drafté la solution, je vais évidemment en discuter avec mes associés ou avec les personnes clés par rapport à ce genre de problématique. Et puis, il y a toute la partie de communication interne et d'accompagnement au changement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, quand on était encore une toute petite structure, allait très vite. Ah, j'ai trouvé un nouvel outil, on se lance, je vous montre 2 secondes comment on fait. Aujourd'hui, quand on est 25, il faut un peu préparer ça, donc bien expliquer le pourquoi de ce changement et puis le présenter et puis accompagner le déploiement vraiment personne par personne pour être certain que ça fonctionne bien. Et aussi, c'est quelque chose que je mets quasi systématiquement en place, c'est un post-mortem où on va regarder, ok, une fois que le projet a été implémenté, dans 2 mois, je refais le point. Donc, je sais pas, moi, je renvoie un petit message à tout le monde pour avoir du feedback. Et souvent, il y a plusieurs itérations qui sont nécessaires pour faire en sorte que le nouveau process ou le changement soit pérenne dans le temps. Et du coup, dans votre démarche générale, est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre d'avoir un produit parfait pour le lancer, ou alors vous mettez des bêtas et puis vous testez, y compris en interne, et puis on voit comment ça marche
Oui, donc avant, c'était surtout, on faisait ce qu'on appelle des MVP, Minimal Valuable Product. Donc on faisait des tests, et encore aujourd'hui, on part toujours du principe que c'est le marché qui va avoir raison, et c'est lui qui va nous dire si finalement c'était une bonne solution ou pas. Donc la plupart des projets sont très rapidement développés, mis en ligne, et puis c'est le retour client qui va nous donner des bonnes indications. Et donc il y a plusieurs itérations à nouveau qui sont faites. Et en fait, on est obligé parce que notre produit évolue tellement, il y a tellement de besoins, des nouvelles opportunités qui arrivent à gauche, à droite, qu'on doit un peu travailler comme ça. Après, à terme, ça peut aussi poser des problèmes, et c'est un peu le problème auquel on fait face pour l'instant. Donc c'est très chaud en interne, mais c'est en fait, des fois on se précipite un peu aussi. Donc on développe les choses très rapidement pour avoir un retour du marché. Donc le développement est pas toujours fait de manière la plus parfaite possible, et donc on a une espèce de dette technique qui s'accumule. Et aujourd'hui, en fait, chaque développement supplémentaire prend de plus en plus de temps parce que le code, enfin toute la structure de notre produit n'a pas bien été posée. Et donc voilà, à refaire, je dirais, en fait, il faut mettre les bonnes bases techniques pour que tout ça par la suite soit plus fluide. Mais c'est évidemment par après que je peux le dire, parce que au moment où on est dedans, et puis au moment où vous êtes dedans, vous savez pas où vous allez aller. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des choses qu'on fait et puis qu'on arrête, mais en fait ça reste dans le code. Et donc aujourd'hui, c'est un peu un sac de nœuds qu'il faut aller démêler. Si tu me dis si je me trompe, mais si j'essaye de donner une image concrète, c'est comme si tu construis ta maison et tu mets déjà les fondations pour une véranda, pour plus tard, quand tu auras l'argent par exemple. Et puis en fait, en habitant dans la maison, tu te rends compte que la véranda, elle serait plus sympa à un autre endroit où il n'y a pas les fondations. C'est exactement ça. Donc c'est le genre de choses qui arrivent chaque semaine, et donc effectivement à la fin on a une construction qui est pas toujours optimale, et aujourd'hui on le paye en termes de ça nous ralentit dans notre développement, où par exemple de plus en plus on pense à faire une internationalisation. Et dû à cette dette technique, c'est vraiment une énorme question de se dire comment est-ce qu'on va déployer notre site sur d'autres pays, parce que la plateforme n'avait jamais été pensée à la base pour une internationalisation. Et donc aujourd'hui, ça va être compliqué de changer un peu cette structure de code et d'ajouter des différents moyens de paiement, parce que dans chaque pays, tout ça est différemment structuré. Et donc, ça va être un challenge supplémentaire. Et faire une toute nouvelle plateforme pour le nouveau pays, et puis ensuite en profiter pour la réimplémenter. C'est une idée, ça sera sûrement un sujet de discussion, mais on a une plateforme en fait qui est ultra complexe. Donc je pense qu'on a plus de 300 000 lignes de code. Enfin, c'est vraiment énorme. On a plus d'1 million de pages différentes sur notre site, plus une application qui tourne derrière ça. Et donc recommencer de zéro. En fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte de toute la complexité, et c'est ça qui est beau finalement de la plateforme derrière, pour que ça ait l'air si simple devant entre guillemets. Mais il y a tellement de choses. On intègre en fait énormément de processus dans cette création de valeur, donc du client qui va poster sa demande jusqu'au paiement, l'assurance. Enfin, il y a énormément d'opérations derrière, et tout ça rend qu'on a une plateforme en fait très très complexe. Et par exemple, je sais plus, j'avais lu ça récemment. Je crois que c'est eBay ou même Uber ou n'importe. Ces entreprises qui comptent, je crois, 80 000 employés. Et quand je raconte ça à des gens, ils sont là, mais waouh, derrière un site, il y a 80 000 personnes qui travaillent, et en fait on s'en rend pas compte, et je trouve ça intéressant maintenant de le vivre et de se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous disent pourquoi est-ce que vous créez pas une nouvelle catégorie ou quelque chose comme ça. Et moi à chaque fois je leur dis moi j'aimerais trop, mais on se rend pas compte de toutes les implications, que ce soit techniques ou opérationnelles, qui y a derrière en fait. Et du coup, augmentation de coûts, et donc est-ce qu'il y a une rentabilité pour ça? Et donc, coûts, et surtout en fait du temps. Pour nous, ça c'est vraiment la plus grosse question qu'on se pose en général. C'est à chaque fois, c'est un coût d'opportunité, et donc à chaque fois il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à un retour sur investissement le plus intéressant. Et donc, est-ce qu'on va plutôt développer ça ou ça? Et c'est vraiment des questions en fait qui se posent tout le temps. Et donc tu parlais d'internationalisation, parce qu'effectivement avoir un marché plus grand, c'est peut-être intéressant, surtout unilingue. Vous n'avez pas déjà fait une tentative en France, par exemple? Oui, tout à fait, à Paris. Je t'embête peut-être. Non, il y a aucun souci. Donc on avait fait une première levée de fonds, puis une deuxième levée de fonds 1 an et demi plus tard.
Et en fait, là, on a fait un gros pivot stratégique pour Listminute qui a été vraiment déterminant dans notre développement. C'est donc le fait que on travaille avec beaucoup moins de prestataires de services, mais qui sont beaucoup plus fiables. Donc avant, on avait des dizaines de milliers de prestataires qu'on ne contrôlait pas, qui étaient quasi inactifs. Qui veut s'inscrire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout un processus d'inscription qui dure une bonne demi-heure, et puis derrière, on a toutes nos équipes qui vont vraiment rentrer en relation avec tous ces prestataires. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a envie de créer. C'est donc une communauté de prestataires ultra fiables. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, dans un moment où c'était très difficile chez Listminute, et qu'on a dû appeler tous nos clients vraiment manuellement pour mieux comprendre notre business, en fait, on s'est rendu compte que 90% de l'expérience avec Listminute, en fait, ça se passait avec le prestataire et pas notre plateforme. Et avant, on était très orienté plateforme, et en fait, on s'est rendu compte que si le prestataire ne venait pas, arrivait en retard, était pas sympa, faisait mal son travail, etc., c'est ça qu'ils allaient vivre comme expérience. Et donc, on s'est dit, voilà, maintenant, il nous en faut beaucoup moins, mais des gens ultra chouettes, ultra sympas, et c'est encore le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est d'écrémer, en fait, et de garder que des pépites, enfin, des gens vraiment super fiables. Et donc, quand on a fait ce changement stratégique, on a connu une croissance très importante. Donc ça, c'était en 2016. Mais malgré la croissance, voilà, en start-up, le cash, il part très très vite. Et on a dû recommencer une troisième levée de fonds. Et à ce moment-là, c'était une levée de fonds. On avait discuté avec d'autres personnes que des business angels classiques, parce qu'on parlait de montants plus importants. Et donc, on a été voir pas mal de VC, des fonds d'investissement, etc. Pas mal à Paris, notamment. Et tout ce que ces fonds d'investissement nous demandaient à ce moment-là, durant les négociations, ça dure bien 6 mois, une levée de fonds, c'était continuer à avoir une croissance exponentielle. Ça, c'est vraiment la base. Et la deuxième chose, c'était... Il nous demandait en fait de prouver qu'on était capable d'exécuter sur un nouveau marché. Parce qu'en général, ce que va faire un fonds d'investissement, c'est pas investir sur une hypothèse, mais ils veulent en fait dupliquer un modèle qui fonctionne. Et donc, à ce moment-là, on était un peu coincés et c'était pas spécialement notre objectif de faire une internationalisation, mais vu qu'on avait un peu cette corde au cou durant les négociations, on s'est dit, voilà, lançons-nous à l'étranger. Et puis très rapidement, on s'est dit, allons en France, on connaît la langue. On s'est dit, concentrons-nous sur Paris, vu qu'il y a 12 millions d'habitants, des gens qui ont pas le temps, qui ont de l'argent, ils vont bien aimer nos types de services. Et donc, on s'est développé là-bas, on a ouvert un petit bureau, engagé quelqu'un, on a fait plein d'allers-retours en Thalys chaque semaine, et on connaissait une croissance très intéressante, mais on l'achetait en fait cette croissance. Donc on investissait énormément. À Paris, le marketing, ça nous coûtait 4 fois plus cher qu'à Bruxelles, et on n'avait pas spécialement les moyens à ce moment-là, vu qu'on était en pleine levée de fonds. Et malgré tout, je trouve que ça reste une expérience très très enrichissante, parce que on s'est rendu compte de plein de choses de la réalité du terrain qu'on ne peut pas pas toujours savoir à distance, notamment par exemple le fait que la ville de Paris était structurée de telle façon que les prestataires, qui sont en général des gens qui ont moins de revenus, ne savaient pas habiter dans Paris. Et donc, ils devaient venir de l'extérieur de Paris, extramuros, pour rentrer à l'intérieur de Paris, et ça leur prenait 1 heure de trajet en métro, etc., pour venir faire une petite réparation. Donc, toute la dynamique était assez différente. Et puis voilà, on a appris pas mal d'autres choses. Mais de fil en aiguille à nouveau, on avait en fait un leveur de fonds, une banque d'investissement belge ici, la plus grosse de Belgique, qui était en fait notre leveur de fonds et qui nous a mis en relation avec des investisseurs qui sont aujourd'hui donc devenus nos investisseurs, et qui sont finalement des personnes physiques, mais qui ont beaucoup de moyens et réussi beaucoup de choses dans le passé. Et eux, ils nous ont dit, si nous on investit, il faut que vous coupiez Paris, parce que nous on n'a pas envie d'investir dans quelque chose qui n'est pas encore prêt à faire une internationalisation, et on n'a pas envie de brûler de l'argent pour rien et d'aller à cette course à la croissance en dépensant à gogo notre argent. Et en fait, nous on avait vraiment cette philosophie aussi, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a décidé de mettre en pause notre expérience à Paris, qui a duré entre 6 et 9 mois, et de se concentrer ici en Belgique pour améliorer et rendre notre business plus robuste, plus rentable aussi.
Et donc de 2017 à aujourd'hui, on a comme ça pu augmenter en fait notre rentabilité, enfin c'est ce qu'on appelle la lifetime value, donc la rentabilité par utilisateur par rapport à cette époque-là. Et aujourd'hui, je crois qu'on l'a multiplié par 4 ou 5. Et donc ça veut dire un utilisateur qui arrive génère 5 fois plus de chiffre d'affaires qu'un utilisateur qui arrivait à l'époque. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on se sent déjà beaucoup plus prêt à partir à l'étranger, même si on doit encore régler certaines questions, qu'elles soient d'ordre légal, de développement opérationnel, etc. Mais c'est vraiment tous les 6 mois, on refait une espèce d'analyse pour voir où on en est, et tout ce qu'on fait aujourd'hui est en préparation d'une internationalisation. Donc chaque chose qu'on adapte sur notre site ou quoi que ce soit, on réfléchit déjà justement pour mettre des meilleures fondations. La véranda au bon endroit. Voilà, c'est ça. Et voilà. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il faut un peu, tant qu'on peut, choisir ses actionnaires, choisir les investisseurs qui ont la même vision, oser dire non, c'est pas notre concept. Oui. Mais si on a besoin d'argent, c'est compliqué parfois aussi. Voilà, c'est ça. Là aujourd'hui, je le vois, je pense différemment qu'au moment où on était à cette époque de levée de fonds, parce que à nouveau le cash il disparaît chaque mois. À des moments, il nous reste 1-2 mois. Je me souviens donc avant cette 3e levée de fonds que mon associé et CEO avait rassemblé l'équipe en disant voilà, là il nous reste 1 mois à vivre ou 2. Est-ce que vous nous suivez toujours, parce qu'on est donc on a bon espoir pour cette levée de fonds, mais c'est possible que le dernier mois on ne sache pas le payer, et toute l'équipe était heureusement derrière ce projet, mais donc on peut pas non plus jouer et chacun a une famille ensuite, a des responsabilités, oui, tout à fait. Donc on peut pas non plus se dire nous on veut que cet investisseur là et pas un autre. Et à un moment donné, tant mieux si les investisseurs sont des personnes à haute valeur ajoutée, et pour nous ça reste très important, parce que vu qu'on est assez jeune, avoir des personnes qui ont 50, 60 ans et pas mal d'expérience derrière eux, c'est vraiment un peu comme nos mentors, enfin des personnes qui finalement à chaque board ou même en dehors vont nous donner des conseils par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi. Tu disais que si c'était à refaire, enfin par rapport à si vous sortiez du NIF et si tu refaisais maintenant, quelles sont les grandes choses que tu ferais différemment? Donc le choix du marché, ça c'est sûr que ça pourrait changer. Je pense qu'il y a beaucoup de concepts qu'on ne connaissait pas quand on est sorti de l'université. Donc par exemple typiquement ce concept de lifetime value qui est très important et clé dans beaucoup de types de business dans le web, mais on ne le maîtrisait pas. Tout comme le CAC, le coût d'acquisition client. En fait, il faut toujours trouver comme ça cet équilibre entre la LTV et le CAC. C'est quelque chose qu'on aura mis tout de suite au centre de notre stratégie, au lieu de par exemple se concentrer sur avoir un maximum d'utilisateurs possible. Donc au début, on était très contents et très fiers d'avoir des inscrits sur notre plateforme. Mais en fait, un inscrit, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est un peu ce qu'on appelle des vanity metrics. Donc c'est des chiffres qui en fait ne veulent pas dire grand-chose. Et donc tout de suite, on aurait beaucoup plus lié ces chiffres à des chiffres d'utilisation. Je parle même pas de capture de valeur et de monétisation, qui est toujours la deuxième partie, mais vraiment faire un gros focus sur la création de valeur et arriver à valider qu'on crée de la valeur. Et avant, en fait, on pensait pas à toutes ces choses. Une autre chose qu'on a fait aussi à ce moment-là, c'était répondre aux sirènes du B2B. C'est quelque chose qui arrivait en fait assez rapidement, d'avoir beaucoup de rendez-vous avec des gros corporates, des C-level dans des grosses boîtes, évidemment, en tant que jeune étudiant, enfin ou sorti des études. C'est le genre de rendez-vous qui voilà, c'est ça. On a l'impression qu'on est en train de révolutionner le monde, que des gens importants s'intéressent à nous, et donc on a perdu beaucoup de temps avec énormément de ces rendez-vous qui en fait parfois nous déviennent de notre propre stratégie, parce qu'en fait ces personnes ont peut-être un intérêt à travailler avec nous, mais pour ça ils aimeraient bien qu'on adapte un peu notre plateforme ou qu'on crée une plateforme annexe pour eux, et c'est des choses qu'on a fait. Donc durant 2-3 ans on avait vraiment des produits B2B, et là en fait on s'est complètement défocus, travailler et dans le B2C et dans le B2B quand on a une toute petite équipe, ça je ne le ferai jamais.
Parce que c'est vraiment tellement différent en termes de cycle de vente, de marketing, de développement de produits. En fait, ça ralentit tout et au final, on fait toutes les choses à moitié et il n'y a pas quelque chose de bien. Mais voilà, quand ces entreprises B2B nous payaient, tout de suite, on se disait que c'était plus important peut-être que notre B2C. Et le jour où on a décidé d'arrêter le B2B, on a arrêté 80% de notre chiffre d'affaires à ce moment-là, mais ça a été un des meilleurs choix qu'on a fait dans notre développement. C'était renoncer à 80% de chiffre d'affaires, mais pour mettre vraiment toute notre attention sur ce B2C et ce qu'on pensait qu'elle allait devenir quelque chose d'important. Et on a vu tout de suite notre croissance décoller, rien que par faire un focus sur le type de produit et de segment. Et le choix des clients, des prestataires. Voilà, ça c'est aussi un gros choix stratégique. Donc votre business model a évolué au fur et à mesure. Du coup, la rentabilité, vous avez des key performance indicators que vous suivez bien. Ouais. Et quelles ont été les clés pour ajuster cette rentabilité, augmenter la lifetime value, faire ces... Ouais, donc nous à la base on avait un modèle de revenu qui était basé sur des commissions. Donc ça a un intérêt, c'est que il y a très peu de freins ce genre de modèle. Maintenant, il faut des volumes énormes. Quand on parle de petites transactions qui se passent sur 10 minutes, c'est que vous faites appel à un jardinier pour 50 € et que vous demandez par exemple une commission de 10%. En fait, ça vous fait 5 € TVA comprise. Hors TVA, ça vous fait un petit 4 €. Il en faut beaucoup des transactions pour rentabiliser un tel modèle. Surtout, et ça c'était depuis le début, les profs nous le disaient déjà à la défense du mémoire que ça allait être le plus gros problème, et ça le reste encore aujourd'hui, c'est pour ce type de plateforme, c'est la problématique du bypass. Donc les gens en fait se mettent en relation via notre plateforme, trouvent leur jardinier et puis passent en dehors. Et donc je me rappelle comme ça quand on appelait nos utilisateurs d'avoir eu un jour un jardinier au téléphone qui me remerciait parce qu'il avait fait 30 000 € cette année de service via 10 minutes. Et moi, via les dashboards, enfin qu'on a en interne, je voyais qu'il y avait eu que même pas 3 000 € de déclarés. Et donc j'étais là, en fait on a touché 10% de ces 3 000 €, alors qu'en fait, est-ce qu'on n'aurait pas dû toucher 10% de ces 30 000 €? Et donc c'était un gros problème parce que du coup les gens venaient vraiment en one shot et puis disparaissaient et revenaient peut-être 1 an, 2 ans après à chaque fois. Quand ils avaient plus de... Oui. Voilà, et donc rentabiliser un modèle comme ça, c'était très compliqué. Et donc un jour, on a fait un off-site en fait avec mon associé où on a essayé de tacler cette problématique du bypass et on a essayé de retourner le problème dans tous les sens en se disant tiens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit aussi intéressant de passer via la plateforme qu'en dehors de la plateforme. Chose qui est assez compliquée, compliquée à réaliser, mais qui est assez simple à comprendre parce que au moment où on avait eu ces discussions, je crois qu'on prenait 20% de commission et il y avait aussi des taxes qui étaient payées par nos prestataires, donc de 10%. Donc en gros, le choix qu'avaient à chaque fois ces prestataires ou les clients, parce que des fois c'est même le client qui pousse, c'est de se dire ou bien je passe via 10 minutes et de les 100 € que je gagne, je vais en perdre 30, 10 qui va à l'État et 20 à 10 minutes, ou je passe en dehors et je touche mes 100 € nets, ou je m'arrange avec le client pour avoir un petit discount. Mais enfin, il y a ce choix-là qui se posait. Et donc on s'est dit, comment éliminer ces 30%? C'est assez facile pour la commission. Il suffit de retirer la commission. Il suffit parce que finalement, c'est tout notre modèle de revenu qui s'effondre. Oui. Et pour la taxe, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en collaboration avec l'État. On y reviendra peut-être, mais à ce moment-là, en fait, le gouvernement avait décidé d'annuler en fait cette taxe de 10%. Et donc les deux en même temps ont fait que, en retirant cette commission et la taxe qui disparaissait à ce moment-là, tout d'un coup, passer via 10 minutes, ça permettait de faire du travail déclaré, d'être assuré, d'avoir un système de moyens de paiement et de suivi de ces moyens de paiement, ce qui est très important pour les prestataires, notre support client. Enfin, il y avait beaucoup de valeur ajoutée à passer via la plateforme et plus de commissions ou de taxes. C'était pas juste un coût pour trouver des clients et puis une fois que c'est fait, on
continuer avec eux en direct. Voilà. Et donc, là, en fait, ça, c'est le côté magique de cette prise de décision. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on ne gagne plus d'argent. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait absolument dissocier notre modèle de revenu et son système de capture de valeur par rapport à la création de valeur. Et donc, essayer de faire en sorte que quoi qu'il arrive, enfin que au plus les gens utilisent Listminute ou au plus il y a des transactions qui se passent via Listminute, il faut pas qu'il y ait à chaque fois un frein et que ce modèle en fait soit complètement scindé. Et donc on a commencé à réfléchir à des modèles d'abonnement où en fait voilà une fois qu'une personne paye un abonnement, c'est plus lié à chaque transaction que il va y avoir un prélèvement, enfin de l'argent qui va nous revenir. Et donc la question qui se posait à ce moment-là, c'était est-ce que on teste un modèle d'abonnement sur les prestataires ou les clients? Et donc là, on est parti durant cet off-site et on a fait plein d'analyses pour essayer de comprendre quel était le modèle, quel allait être le plus adapté. Et sur base des analyses, du nombre de clients, d'utilisation, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a assez vite abandonné la piste des prestataires, qui est là aussi à l'encontre de notre stratégie où on va en fait de moins en moins de prestataires, enfin pas trop de prestataires, mais de très bonne qualité. En fait, finalement, ça représenterait du coup que très peu d'abonnements, et donc ce serait pas cohérent. On voudrait pas avoir plus de prestataires et plus d'abonnements. Et en plus, comme je l'expliquais aussi un peu là tout à l'heure, la plupart de nos prestataires sont pas des gens qui roulent sur l'or, qui font ça pour comme un complément de revenus. Et donc faire payer un abonnement à ces personnes-là, ça aurait été plus compliqué. Et donc on s'est retourné vers le modèle d'abonnement pour les clients. Et là, c'était une grosse question parce que au début, c'était difficile d'envisager de faire payer un abonnement aux clients, alors que voilà, peut-être qu'ils allaient jamais vouloir. Et quand on en parlait autour de nous, c'était moi payer un abonnement pour trouver un jardinier, je sais pas trop, non, je pense pas. Et en fait. Finalement, c'est là où on a de nouveau réitéré ces systèmes d'MVP et autres, et on s'est dit, voilà, on va le tester, on va le lancer, et on a fait ça très rapidement, et on a testé ça sur 10% des nouveaux utilisateurs qui rentraient sur Listminute. Donc toute notre plateforme continuait à travailler sous le système des commissions pour tous nos anciens clients et 90% des nouveaux clients. Mais sur les 10% des nouveaux, on faisait ce test pour un peu dérisquer aussi le changement. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que c'était pas tellement un frein que ça pour les clients, parce qu'en fait, les prestataires, vu qu'il n'y a pas de commission, ils vont postuler à des prix encore plus intéressant. Et en fait, on se rend vite compte que trouver quelqu'un en dehors de Listminute ou via Listminute, même si on paye un abonnement, ça reste beaucoup plus intéressant. Et on s'est aussi rendu compte que ces clients-là utilisaient beaucoup plus Listminute, parce que du coup, en fait, ils veulent rentabiliser leur abonnement, ils comprennent aussi la valeur ajoutée de tous les types de services qu'il y a sur Listminute. Voilà, et donc finalement, ils font appel à leur jardinier, leur femme de ménage, un électricien une fois de temps en temps. Il y a les titres services. Pas encore. C'est quelque chose qu'on est en train de. C'est parce que c'est assez compliqué à mettre en place, parce qu'il faut des agréments aussi, etc. Mais typiquement, ça pourrait être quelque chose. Enfin, c'est justement sur l'étape de discussion récemment, donc ça pourrait être une option. Et donc voilà, ça a été un peu notre changement de business model. Et donc après, on l'a fait sur 25% des nouveaux clients, 50, 100. Et puis un jour, on a passé tous nos anciens clients. Et on est très content parce que ça a effectivement augmenté l'utilisation de Listminute. Et c'était pour nous quelque chose qui est le plus important, parce que si on parle un peu d'impact, finalement, pour nous, le plus important, c'est ce qu'on appelle le volume de transactions. Et donc, c'est l'argent qui transite via la plateforme. Donc, c'est les millions d'euros que les clients vont payer et aller dans les poches des prestataires. C'est là où on mesure, en fait, l'impact qu'on a. Parce que, comme j'expliquais, c'est génial pour quelqu'un qui est, par exemple, pensionné électricien, qui a une petite pension de 900 euros. S'il peut gagner 500 euros en plus par mois, en faisant quelque chose qu'il adore, parce qu'il a adoré être électricien, mais il a plus envie, ou il a plus l'énergie de faire ça full time, ça change sa vie en fait. Et donc avoir comme ça de l'impact sur des milliers de prestataires qui peuvent arrondir leur fin de mois, c'est vraiment en interne le KPI le plus important, et qui va mesurer en fait cette création de valeur et l'impact qu'on va avoir sur la société ici en Belgique. Et comment est-ce que vous avez fait pour déterminer votre pricing justement de ces abonnements ?
Oui, très bonne question aussi. Donc à la base, on est parti plus de modèles financiers. Donc voilà, on prenait notre plan financier, nos sheets Excel pour un peu faire des simulations, déjà pour voir ce qui était faisable ou pas faisable, pour estimer en fait une espèce de tranche. Après, on s'est très renseigné à nouveau sur le sujet. Moi personnellement, j'ai lu pas mal de livres sur la psychologie du consommateur, sur les modèles de pricing, etc., qui m'ont permis en fait de comprendre qu'il y avait un aspect clé dans des prises de décision à certains moments dans un customer journey, donc typique sur une plateforme web ou une application, pour se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de techniques différentes qu'il faut en tester, parce que en fonction de ce qu'on offre, il va y avoir toute une dynamique psychologique aussi qui est différente. Et donc, une fois qu'on avait déterminé certaines choses qu'on allait tester, donc différents modèles de pricing, à nouveau on les a testés. Donc pas dans notre première version de 10%, mais dès la deuxième phase, on a testé 10% VS 10 autres %, en fait, on a fait des différents pricing. Et donc, je me rappelle pas exactement de tout, mais en tout cas d'un exemple où on s'était dit, on va une fois voir quel va être l'impact de diminuer de 30% le prix de nos abonnements actuels, donc pour tout type de prise d'abonnement. Donc en fait, nous, on a des abonnements mensuels, trimestriels et annuels. On avait diminué plus ou moins de 30% notre pricing. Pour voir est-ce que ça va augmenter de plus de 30% notre taux d'activation, enfin de gens qui allaient finalement s'abonner. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aucun changement. Et donc c'était intéressant de voir qu'en fait au niveau price sensitivity, mais une diminution de 30% n'avait aucun impact. Et donc ça a été comme ça à nouveau plusieurs itérations pour essayer de comprendre qu'était le pricing optimal. Mais je pense qu'aujourd'hui on devrait encore travailler dessus, parce que c'est quelque chose qui évolue aussi au fur et à mesure en fonction de la valeur qu'on crée, des nouvelles choses qu'on crée sur notre site. Et donc je pense que c'est quelque chose, et souvent pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui est une fois discuté au début du lancement de la boîte, ou juste une fois de temps en temps, alors qu'en fait, c'est un impact énorme sur la rentabilité d'un business. Ou enfin voilà, moi je crois vraiment que c'est quelque chose qui est beaucoup trop délaissé et qui doit être aujourd'hui régulièrement sur les tables des discussions, parce que parfois on s'acharne pendant des mois à essayer de, je sais pas moi, augmenter de 2% l'utilisation de quelque chose, ou d'améliorer n'importe quel chiffre, alors qu'en fait au niveau du pricing, on est à l'endroit où l'effet de levier est le plus important. Et donc s'il y a quelque chose au niveau du pricing qui est mieux fait, parce qu'il est mieux adapté à votre business, je pense que ça vaut la peine de se pencher dessus, parce que voilà, imaginons on avait commencé avec ce pricing qui était 30% plus faible. Aujourd'hui, avec un pricing qui est 30% plus élevé, ça augmente évidemment la rentabilité de notre business sans altérer l'utilisation de notre plateforme. Et c'est énorme finalement. Et donc ça, c'est ton pricing a évolué. Tu disais aussi que vous aviez pas mal discuté sur les lois. Donc les lois sont compliquées, c'est un domaine très nouveau, elles évoluent. C'est pas un peu dangereux d'être dépendant à ce point-là des lois? Et autre question, il y en a qui disent que si la loi va pas, il faut change the law, il faut avancer et la loi changera. Est-ce que c'est une vérité, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Ouais, alors là, je vais parler vraiment de notre expérience, mais je pense que par exemple, il y a des méthodes qui sont différentes. Uber, par exemple, est une méthode complètement différente de la nôtre. Nous, en fait, comment ça s'est passé? Au moment où on a lancé la plateforme, personne nous connaissait. Enfin voilà, on était un peu en sous-marin, jusqu'au jour où on a commencé à avoir énormément de visibilité presse. Donc, on a un business qui est très attrayant, start-up belge, en B2C, plein de catégories. Tout le monde s'y retrouve. Donc, on a toujours eu énormément de retombées presse. Et la première fois qu'on est passé, je crois que c'était au JT de la RTBF, bon déjà notre site a craché parce qu'il y a eu trop de visites sur notre site, donc ça c'est à nouveau un lessons learned d'entrepreneur. Il faut prévoir des bons serveurs derrière, on connaissait pas tout ça. Mais donc une fois qu'on est passé au JT, le lendemain on a été convoqué par l'auditorat du travail, l'inspection du travail, des syndicats, enfin vraiment une table avec 12 personnes, je pense même qu'il y avait la police, il y avait vraiment énormément d'intervenants. Et en gros, le sujet de la discussion, c'était vous devez arrêter vos activités.
parce qu'en fait vous êtes en train d'organiser de manière massive le travail au noir. Donc bon, il faut savoir qu'en Belgique le travail au noir est très très présent, très ancré dans le type de service qu'on offre, hein. Donc aujourd'hui, je sais pas moi, en dehors de 10 minutes, du babysitting ou même des petits travaux de bricolage, du jardinage à gauche à droite, il y a une énorme économie souterraine et de travail au noir. Et donc eux pensaient qu'on allait être un espèce d'amplificateur de ce travail au noir. Nous voilà au Donc niveau stressant pour vous. Oui, ça je m'en souviendrai toute ma vie, parce que à ce moment-là, voilà, on aurait pu se dire ah oui, en fait on est sur quelque chose qui est juste impossible. On a tellement d'institutions qui sont contre le concept que ça va pas fonctionner. On s'est accroché aussi avec nos avocats, etc. Mais finalement, nous on n'avait pas les budgets pour aller au clash et commencer à entamer des procès ou quoi que ce soit pendant des années, ce que font peut-être d'autres entreprises. Et donc très rapidement, on leur a quand même montré qu'on était dans une démarche très constructive. Et on a voulu collaborer vraiment de manière active avec le gouvernement. Et ça, je pense que ça a été payant. Donc on a travaillé pendant plus de 2 ans avec le cabinet d'Alexandre De Croo à ce moment-là, parce qu'en fait eux-mêmes se rendaient compte qu'aujourd'hui cette économie souterraine, enfin cette économie du black, ils ont aucun indicateur par rapport à ça. Ils savent très difficilement la quantifier. Et puis finalement, ça rapporte rien à l'État. Et si jamais voilà les gens se blessent ou quoi, ils sont pas assurés. Enfin, il y a vraiment aucune visibilité par rapport à tout ça. Et donc nous, en fait, ce qu'on a voulu co-construire avec eux, c'était une loi et donc une solution qui était entre cette solution du travail au noir et de l'indépendant. Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a une énorme différence en termes de coûts et de gestion administrative, etc., entre l'indépendant et le travail au noir. Et donc, ce qui se passe classiquement, à nouveau en dehors de 10 minutes, c'est que quelqu'un va par exemple jardiner pour ses voisins, des connaissances, créer un peu son réseau. Tout ça, il va le faire au noir. Et puis à un moment donné, il va faire tellement d'argent qu'il va se dire bon, maintenant je vais peut-être commencer à être indépendant. Ça, il atteint une taille critique et voilà, où ça devient un peu dangereux, parce qu'en fait c'est normal, vu que quand on devient indépendant, on doit tout de suite payer des cotisations sociales alors qu'on fait même pas de revenus, on doit payer énormément d'impôts en Belgique, et donc c'est normal, il faut avoir une taille critique pour pouvoir se mettre en tant qu'indépendant. Et puis il y a d'autres services où les gens ne deviendront jamais indépendants. Je veux dire, un babysitter, il ne gagne pas suffisamment d'argent. Pareil pour quelqu'un qui va 3 fois par an garder les chiens d'un voisin, il va pas devenir indépendant et payer toutes ses cotisations sociales. Ça n'arrivera jamais parce qu'il va juste pas gagner d'argent. Enfin, vraiment rien du tout. Et donc, ce qu'on s'est dit avec le gouvernement, c'était qu'on allait créer un espèce de statut intermédiaire où on allait donner la possibilité à toutes ces personnes de travailler de manière déclarée, avec une imposition faible ou inexistante, pour déjà avoir beaucoup de données par rapport à ça, essayer d'un peu comprendre aussi le terrain finalement. Et nous, aujourd'hui, on accompagne les prestataires qui sont les plus actifs à devenir indépendants. Et donc, en fait, on crée des emplois, et ça intéresse énormément le gouvernement. C'est que des gens qui aujourd'hui travaillent à mi-temps ou sont sans emploi, etc., en fait, commencent à travailler via 10 minutes. Encore récemment, il y avait l'exemple de quelqu'un qui travaille dans l'Horeca, qui a perdu son job ici depuis 1 an, et qui a commencé à faire des livraisons un peu partout avec sa camionnette. Et aujourd'hui, il est passé indépendant, il est livreur et déménageur sur 10 minutes, et voilà, il est devenu indépendant. Donc c'est quelqu'un qui à la base était potentiellement un coût pour l'État, qui va devenir des recettes pour l'État. Cette personne aujourd'hui paye des cotisations sociales, des impôts, etc. Et donc je dirais qu'on a un peu un tremplin pour qui le veut pour devenir indépendant. Et donc, pour répondre à la question de est-ce que c'est dangereux d'être aussi dépendant de la loi, je vais répondre oui. Et c'est quelque chose dont on n'était pas vraiment, enfin, on était conscient, mais pas suffisamment peut-être, parce que l'année passée, en fait, il y a une ISO et d'autres syndicats qui se sont regroupés et qui ont attaqué la loi de l'économie collaborative qui existait depuis 2017, qui avait été mise à jour en 2018 ou 19, et ils l'ont attaqué devant la Cour constitutionnelle, et ils ont gagné ce procès, et la loi a été annulée. Et donc là, c'était un énorme coup dur pour nous, parce que on a reçu en fait cette nouvelle 4 semaines, je crois, après le premier lockdown, qui avait déjà fait en sorte qu'on avait perdu 80% de notre activité à ce moment-là. Donc on avait déjà une balle dans le genou, on s'en est pris une deuxième dans l'autre genou. Voilà, et donc ça, c'était vraiment très très dur l'année passée. C'était vers le mois de juin, mois de juillet.
je crois. Et en fait là, voilà, on a dû aller expliquer ça devant notre board, enfin devant nos investisseurs, qui évidemment, comme tu viens de le dire, nous avaient mis en garde que c'était dangereux d'être dépendant de la loi et de la législation belge. Et donc bon, on est retombé sous la loi de 2017, je crois, qui est donc une loi, toujours la loi de l'économie collaborative, mais où nos prestataires doivent payer 10% d'impôts, ce qui est dommage parce que finalement, ça repousse nos prestataires à sortir du système, parce que voilà, même pour 10%, les gens préfèrent travailler, enfin certaines personnes en black, alors que finalement pour l'État ça représente pas grand-chose, ces 10%. C'est pas sur un budget d'un État, c'est vraiment pas grand-chose. Ça a beaucoup plus de valeur tous ces emplois qu'on crée que cette taxation sur quelques petits services. Et donc voilà, finalement on a su bien l'absorber et finalement, voilà, on s'en est sorti. Et il y a quand même encore beaucoup de gens qui utilisent l'e-Smil parce qu'ils trouvent que ça a quand même beaucoup de valeur ajoutée et que c'est ok de payer 10% et que c'est normal. Mais donc oui, on est dépendant de la loi. Et donc par exemple, dans notre internationalisation et même encore aujourd'hui, dans des réflexions de développement de business qu'on fait, on essaie en fait de plus en plus de se dérisquer de la législation. Et donc par exemple, on est en train de plus en plus se pencher sur donc un mix de prestataires particuliers et professionnels, parce que voilà, les prestataires professionnels, ils sont pas du tout dépendants des lois, et voilà, on est en train encore de réfléchir à d'autres solutions pour être un peu moins dépendants, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, il y a des choses qui peuvent évoluer et pas toujours dans le bon sens. Tu as parlé tout à l'heure de relations de presse. C'est vrai que c'est un sujet trendy, entre guillemets, qui est, voilà, on a envie d'en parler, c'est attirant, on se pose des questions. Et moi, j'avais vu, par exemple, dans une des revues belges, mais un dossier Uber Eats Me, où voilà, un journaliste a testé plein de domaines pour essayer de gagner sa vie avec des petits jobs, entre guillemets, comme ça, ouais. Notamment sur les minutes, je crois. Ouais. Et en fait, du coup, voilà, ça me fait me poser une question, c'est comment est-ce que vous gérez ces relations presse? Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi, parce qu'on peut dire, ah voilà, je sais pas, ils asservissent les gens, ou enfin, je sais pas comment vous le vivez et comment est-ce que vous arrivez à surfer sur la vague, entre guillemets, pour pousser votre business, mais en faisant attention à pas tomber dans les mauvais côtés. Oui. Au début, il y avait moins cette question qui se posait parce que c'était juste un peu nouveau et donc voilà, on a eu pas mal de retombées presse par rapport au concept qu'en fait était nouveau, et puis effectivement avec l'arrivée plus ou moins en même temps de Uber, Deliveroo et toutes les autres grosses plateformes de l'économie collaborative, c'est clair que ça peut avoir un impact sur notre image. Après, nous en général, on va pas proactivement, enfin ou rarement proactivement aller chercher des contacts avec la presse. Par contre, on ne les refuse jamais. Et donc, même si on nous appelle pour faire un dossier, enfin pour voilà répondre à la question sur un dossier un peu plus chaud, on n'hésite vraiment pas à y aller pour expliquer un tas de trucs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas ou qui vont mettre en fait dans le même sac. Et par exemple, nous comparer nous et Uber, par exemple, c'est en fait très différent sur un tas d'aspects, ou un Deliveroo aussi, c'est complètement différent. Et donc voilà, par exemple, typiquement le dossier Uber Eats Me qui était apparu il y a quelques années, on a dû leur expliquer que sur l'e-Minute, en fait, les gens n'étaient pas là pour gagner leur vie. C'est vraiment pour arrondir leur fin de mois. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent, en fait, que le futur de l'économie, ça va être des petits jobs comme ça. C'est pas du tout ce qu'on met en avant, et c'est pas du tout ce qu'on pousse. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est des gens qui vont trouver un complément. Et donc, quand ils gagnent une centaine d'euros par mois, c'est naturellement pas avec ça qu'ils vont vivre, mais au lieu d'être dans son canapé et à rien faire et attendre ou à toucher du chômage ou quelque chose comme ça, nous ce qu'on pousse en fait, c'est que les gens aillent sortir de chez eux, se remettre un peu au travail, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose où oui, des fois c'est un peu compliqué. J'ai déjà eu, par exemple, c'était l'année passée justement un débat, c'était à la radio, non à la télévision, avec
une responsable de Uniso justement, où bah voilà, il faut y aller et il faut aller se défendre et expliquer aussi certaines choses, parce que aujourd'hui c'est un domaine qui est très nouveau et tout le monde a une espèce de vision de ce qu'est l'économie collaborative et qui est vachement différente d'un acteur à l'autre, et où il faut essayer de comprendre en fait tout ce qui se passe derrière, et ou par exemple de demander, ne fût-ce qu'à nos utilisateurs, à quel point ben voilà, ça change leur vie. Enfin, quand la loi par exemple a été annulée, et ben toute notre communauté, et c'est des milliers de personnes, étaient vraiment, mais ils râlaient énormément sur tous ces associations, ces syndicats, etc. Et finalement, c'est des personnes qui sont peut-être même affiliées chez ces associations, qui finalement ne défendent pas leurs intérêts parce qu'ils nous ont jamais consultés, ils ont jamais eu des discussions avec nous. Et voilà, ça c'est un peu dommage. Donc en général, on essaie d'être le plus constructif possible et de trouver plutôt des solutions et d'aller s'expliquer en fait dans les médias sans aucun souci. Si on parle un peu plus de toi, j'ai l'impression qu'avoir un job à impact, c'est important pour toi. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bah ça c'est vraiment, je pense aussi pour toute notre génération et toutes les personnes qui travaillent chez nous aussi. Bah voilà, pour moi c'est quelque chose qui est important. Un peu comme je disais avant, j'avais voulu être trader et faire de l'argent avec de l'argent. Je trouve que ça a moins d'impact. Après, ça dépend un peu des types d'investissements évidemment qu'on peut faire. Mais ici, c'est clair que c'est un moteur énorme de motivation de se dire qu'on fait quelque chose où on n'est pas, je sais pas moi par exemple personnellement, j'aimerais pas spécialement travailler dans le B2B et de faire en sorte de créer de la valeur pour un gros groupe ou une multinationale. Pour moi, ça c'est moins avoir de l'impact que d'avoir de l'impact dans la vie de tous les jours d'un maximum de gens. Et donc clairement, c'est quelque chose qui me drive énormément. Et en parallèle, tu disais donc que tu es marié, tu as des enfants. Comment est-ce que tu fais pour vivre, en tout cas, ou survivre, garder le bon équilibre, life balance, parce que, bon, travailler beaucoup, c'est bien, mais il y a peut-être plus important aussi par ailleurs. Oui, et c'est clair que c'est plus important. Enfin, pour moi, ça, il y a vraiment aucune discussion. La famille, c'est vraiment beaucoup plus important que mon projet. Néanmoins, donc il faut effectivement trouver l'équilibre. En fait, il n'y a pas de grosses formules magiques, si ce n'est d'essayer je pense déjà être très organisé. Enfin, donc je suis quelqu'un de très organisé, et ça je l'ai appris en fait durant ma jeunesse, parce que j'ai fait énormément de football. J'en ai fait pendant 16 ans et c'est un sport qui est très demandeur. Voilà, j'en faisais plus de 4-5 fois semaine. Et donc allier le foot, les études, j'aimais bien aussi sortir, avoir une vie active, une vie très active. Et je pense que ça c'est déjà une première clé. Donc être très organisé, ne pas perdre son temps sur des choses peut-être un peu futiles. J'ai de la chance aussi d'avoir une femme qui est aussi très organisée et qui comprend aussi mon projet et qui va comprendre que parfois j'ai besoin d'une certaine flexibilité, mais voilà, donc je dirais qu'en tout cas être très organisé. Donc tu établis des process. C'est pas des process, mais en fait je suis organisé naturellement, et donc tout ce qu'il faut prendre en termes de prise de décision ou quoi que ce soit, il faut tout de suite réfléchir à tout pour voir. Voilà cette semaine je connais moi là personnellement mon planning par cœur, et donc quand je dois accepter quelque chose ou demander quoi que ce soit, je le connais, donc je peux me rendre compte, tiens, est-ce que c'est pas de trop. Parfois, par exemple, quand j'ai déjà X réunions sur une journée, c'est peut-être pas le moment de mettre encore une réunion ou le soir d'aller un barbecue, ou un réseau, enfin voilà, n'importe quoi. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est du sport, donc ça c'est un peu bateau, mais finalement on passe tous par des périodes de stress. Je pense que le stress est très positif tant qu'il est maîtrisé. Et si à un moment donné on a trop de périodes de stress qui s'enchaînent sans avoir des moments de récupération en fait d'énergie entre guillemets, et ça que chaque personne a un autre type de récupération. Pour moi par exemple le sport marche très très bien, alors que pour d'autres personnes ça ne l'est pas. Pour d'autres personnes ça peut être aller en vacances ou regarder la télé, enfin j'en sais rien. Et donc il faut juste être conscient de ça et savoir un peu le maîtriser. Donc à un moment donné quand on sent qu'on a trop de stress qui s'accumule, pouvoir dire non, pouvoir se reposer, pouvoir dire non, ok, ce soir je suis trop fatigué pour aller encore à un énième dîner avec des amis,
Et faut du coup un peu l'anticiper. C'est jamais drôle une demi-heure avant. Finalement, je viens pas. Voilà, c'est ça. Donc je dirais que c'est aussi trouver son équilibre là-dedans. Et puis je pense aussi que, et ça je l'ai peut-être appris aussi avec justement mon stage en consultance en stratégie, c'est que je me suis rendu compte que en fait, j'avais un espèce de rendement dégressif sur une journée et que, à partir d'un certain moment, en termes de nombre d'heures ou d'énergie donnée, ça sert à rien de me pousser encore à travailler plus parce que l'heure que je vais passer à travailler en plus, il va plus être très productif. Et donc, je pense avoir peut-être un travail où on travaille un peu moins, mais bien, c'est mieux que passer des journées entières au bureau à finalement rien produire et à être inefficace. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut être effectivement organisé pour passer de to-do en to-do. Voilà, c'est ça. Ou par exemple, les réunions, j'ai aucune réunion que je n'ai pas préparée. Aucune réunion, je ne sais pas quel est l'objectif de la réunion et qu'est-ce que j'ai envie d'en sortir. Et donc, le nombre de gens qui passent à faire des réunions et puis à la fin de la réunion sont là, en fait, on va refaire une réunion parce qu'on n'a pas pris de décision ou on n'avait pas suffisamment de contexte pour pouvoir prendre une décision, etc. C'est vraiment un truc où moi, par exemple, dans mon organisation, j'ai jamais de réunion qui s'enchaîne. Donc, il me faut au minimum une demi-heure entre chaque réunion, parce que déjà, une réunion peut durer un peu plus longtemps que prévu. J'ai besoin de me ressourcer, de me replonger dans la prochaine réunion et de comprendre le contexte et le pourquoi on fait cette réunion. Et donc, j'essaye dans mon agenda de ne jamais avoir de réunion qui s'enchaîne, où j'ai pas le temps de respirer, où en fait, j'aurais besoin d'un quart d'heure pour me plonger et du coup, j'apporte pas de valeur ajoutée à la réunion. Enfin bon, ça, c'est très technique, quoi, finalement. Oui, mais c'est pratique, hein. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour te ressourcer, pour apprendre, enfin, vous avez commencé sans rien connaître, comme tu disais. Tu dis que vous avez eu un peu des mentors, des personnes qui vous ont aidé. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces mentors? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des livres qui sont cruciaux, ou des podcasts ou des choses ou des films, enfin peu importe, qui ont été des vrais changements pour toi? Donc oui, il y a plusieurs questions. Ouais, La première, donc comment se constitue un réseau? Je pense qu'il faut juste des fois se faire un peu de mal et essayer d'aller un peu partout ou de pousser en fait des portes. Et des fois, il y a des gens qui se disent waouh, cette personne-là, elle est juste inaccessible. Ça peut être des CEO, des entrepreneurs ou autres. Et en fait, leur envoyer un petit mail ou un petit LinkedIn ou n'importe pour leur demander de les rencontrer parce que on a envie de lancer un projet. Finalement, en fait, on reçoit beaucoup de oui. Donc, il y a pas même besoin d'avoir à la base un réseau pour avoir un maximum de rendez-vous. Après, c'est sûr que une fois qu'on a rencontré quelqu'un, on va très vite essayer de voir avec cette personne si elle peut pas nous mettre en relation avec un autre CEO, avec un autre entrepreneur. Et donc, de fil en aiguille, on se crée comme ça un réseau. Et puis, il faut faire attention de pas non plus perdre tout le temps son temps, avoir trop de monde. Il faut aussi un peu bien choisir ses personnes. Mais donc oui, c'est clair que tous les trois, évidemment, comme on est plusieurs associés, on a chacun notre réseau et donc on renforce en fait notre réseau commun. Et donc si moi je cherche quelqu'un qui a cette expérience-là, peut-être que mon associé peut me mettre en relation. Comme je t'expliquais, je pense avant le podcast, je fais aussi partie du réseau Entreprendre Bruxelles, qui nous aussi nous met en relation avec beaucoup de gens par rapport à des problématiques ou des thématiques assez spécifiques. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un process en continu. Mais dès que je sens que je ne rencontre plus suffisamment de personnes, il y a tout de suite quelque chose en moi j'ai l'impression qu'il y a un manque d'aller confronter nos problématiques avec certaines personnes. Et donc ça peut être aussi tout à fait juste les personnes de notre board, vu que eux ont une grosse expérience entrepreneuriale, mais quand c'est des sujets un peu plus pointus, eux nous mettent en relation où nous on se bouge et on trouvera toujours bien quelqu'un. Au niveau plutôt des livres, podcasts, vidéos et autres, en fait, donc comme je disais par rapport à ce que je connais de moi, mais bon, je me connais pas encore peut-être suffisamment, mais j'essaie en fait d'avoir pas mal de moments où je me déconnecte. Donc pour moi ça c'est très important. Comme je disais, ça peut être au travers du sport, mais aussi au travers de moments où on n'est pas connecté, que ça soit avec la télé, son smartphone, même un podcast finalement, même si c'est assez relaxant. J'aime bien de ne plus avoir de connexion avec l'électronique, quoi, entre guillemets, et donc je ne suis pas spécialement un adepte d'essayer de
justement me renseigner de manière plutôt électronique, quoi. Donc justement une réunion face-to-face avec quelqu'un, j'aime vraiment beaucoup. Ou par exemple lire un livre en papier, finalement je vais trouver ça très chouette parce que c'est voilà un moment de déconnexion où je suis dans ma bulle et plus à nouveau avec tous ces appareils électroniques autour de moi. Donc je suis moins dans la vague des podcasts, mais plus des livres. Après, évidemment, il faut trouver le temps pour trouver pour lire des livres. Donc, je lis plutôt en vacances. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, quelques fois aussi pendant la semaine, mais avec les enfants, etc. Voilà, je lis des livres pour enfants, pour le coup. Mais non, j'aime bien de lire des livres qui sont des classiques ou des classiques de livres sur l'entrepreneuriat en général. Mais tu as un exemple, par exemple? Là, comme ça, qui me vient à l'esprit, qui m'a vraiment marqué, c'est The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, qui est donc un entrepreneur à succès aux États-Unis et qui moi ce que j'adore dans son livre, c'est qu'il parle vraiment des choses qui sont difficiles et il en parle vraiment. Et aujourd'hui, souvent, on n'en parle pas trop. Et c'est ça qui, je sais pas si c'est dommage, mais quand on va parler à un entrepreneur, surtout à la première discussion, ça va être beaucoup d'enthousiasme, tout va bien, ça a l'air incroyable, tout ce qu'il fait, etc. Mais en fait, derrière, il y a eu des moments très difficiles, il y a des moments actuellement difficiles, et c'est ce qui est un peu expliqué dans ce livre. Et c'est vraiment la réalité de beaucoup de choses. Il va par exemple expliquer la première fois qu'il a dû virer quelqu'un dans son équipe. C'est quelque chose, quand on doit faire ça, en tant que jeune entrepreneur, on en tremble, hein. Enfin, c'est quelque chose qui est très très difficile d'un point de vue émotionnel. Et voilà, c'est toutes des choses qu'il explique en fait dans son livre qui sont intéressantes et qui quelque part, je pense qu'il y a aucun entrepreneur qui a pas vécu des moments très difficiles. Et je pense que c'est aussi bien parce que c'est comme ça qu'on profite mieux des moments positifs et c'est comme ça aussi qu'on apprend. En fait, tous les gens qui parlent avec nous et qui nous disent ouais, c'est trop bien ce que vous faites, etc. C'est juste chouette pour l'ego, mais à côté de ça, ça t'apprend rien du tout. Et donc, et c'est pour ça que c'est par exemple une de nos valeurs de l'entreprise, c'est vraiment ce côté ouverture d'esprit à la critique constructive, mais c'est non-stop aller chercher en fait des gens qui vont nous bousculer et qui vont finalement nous mettre dans une position difficile parce que c'est comme ça en fait qu'on devient, je pense, plus intelligent dès qu'on fait face à des problématiques comme j'expliquais le Covid ou l'annulation de la loi l'année passée. Mais c'est tout d'un coup, les semaines avant et les mois avant, on était sur un petit nuage. On a un business qui est très saisonnier, donc février-mars, il y avait vraiment nos chiffres qui reprenaient, voilà. Et là, on se prend une énorme claque. Et en fait, on passe tout de suite d'un moment où on est sur un petit nuage, où on est dans sa zone de confort, à nouveau se retrousser les manches en tant qu'entrepreneur et essayer de trouver des solutions par rapport à des grosses problématiques. Et finalement, on a trouvé des choses qui aujourd'hui rendent encore le business meilleur. Et donc, c'est bien, je pense, de ne pas être toujours dans sa zone de confort. Maintenant, il faut pas non-stop ne pas être dans sa zone de confort parce que sinon, je pense que c'est plus d'un point de vue work-life balance que ça devient très compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose dont on n'a pas parlé où tu te dis tiens, ce serait intéressant pour un entrepreneur qui se lance ou qui aimerait se lancer, qui sait peut-être pas dans quel business se lancer non plus? Je pense qu'en tout cas pour des personnes qui veulent se lancer, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste attirées par l'entrepreneuriat. Effectivement, on en parle beaucoup, des startups, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu tiraillés par il faudrait que je lance mon projet ou pas, est-ce que c'est le bon moment? Et donc des fois les gens aussi se forcent en fait à essayer de trouver une idée, de générer une idée. Et donc beaucoup, je pense, de gens devraient à ce moment-là aller discuter avec des entrepreneurs pour essayer de comprendre comment est né leur projet. Et peut-être qu'aujourd'hui il y en a trop qui
voilà, comme je disais, vont juste se mettre avec un ami autour d'une table et passer des soirées à essayer de trouver, de forcer en fait la création d'une entreprise, alors que je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant en fonction de leur propre expérience d'essayer de trouver en fait des trous dans un certain marché, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens qui vont juste essayer de trouver une idée. En fait, ce qu'on a fait, je ne le referai pas. C'était un peu un coup de chance finalement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, des gens qui créent leur start-up et qui sont au stade d'idée, sur 100 projets, il y en a peut-être 10 qui vont lever des fonds, et puis des 10, il y en a une ou deux qui va vraiment arriver à faire quelque chose, parce que il y a tellement de gens qui partent juste d'une idée, et moi je parle... Et qui attendent déjà cette idée miracle. Voilà, c'est ça. Alors que pour moi, en fait, c'est ça, c'était un truc que j'avais appris durant un Erasmus au Canada, lors d'un cours qui m'intéressait énormément sur l'entrepreneuriat, où le prof, qui était lui-même un entrepreneur, nous expliquait qu'il y avait énormément de gens qui en fait créaient des vitamines. Donc ce sont des idées, des entreprises qui vont améliorer un tout petit peu quelque chose d'existant. Et la plupart en fait de ces entreprises vont s'écraser parce qu'elles sont pas suffisamment à haute valeur ajoutée en termes de création de valeur. Et donc ils confrontaient vraiment les vitamines à des painkillers. Et les painkillers, c'était vraiment arriver à déterminer et trouver quelque chose qui était vraiment un pain, donc un gros problème, que ce soit pour une entreprise ou pour un particulier. Et en fait, c'est quelque chose qui, par l'expérience, va être trouvé, je pense, et pas juste par essayer de générer des idées et chercher des trucs sur Internet, etc. Mais typiquement, je sais pas moi, tu travailles dans un cabinet d'avocats ou une autre entreprise. En fait, en travaillant, on se rend compte de dysfonctionnements, de choses, et c'est comme ça qu'en fait, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui hyper successful, qui sont des entreprises qui sont en fait des SaaS, donc des softwares qui sont là juste pour améliorer la manière dont les gens travaillent ensemble. Et aujourd'hui, il y en a des tonnes, qui sont sans doute des noms qui sont moins connus du grand public, mais énormément de startups qui ont cartonné là-dedans, et qui sont en fait des anciens employés d'entreprises ou de grosses entreprises, et qui se sont rendus compte, mais waouh, par exemple, un exemple, c'est notre système de communication en interne. On s'envoie des millions de mails, on passe notre journée à dépiler des mails, et c'est vraiment, il y a une communication qui est très difficile par rapport à tout ça. Et donc Slack, que aujourd'hui beaucoup de gens connaissent, et qui aujourd'hui vaut des milliards, est en fait un espèce d'MSN, enfin je sais pas si tu te rappelles quand on était plus jeune, amélioré et appliqué pour l'entreprise, et aujourd'hui cette entreprise vaut des dizaines de milliards, est utilisée par tout le monde et a augmenté la productivité, mais moi aujourd'hui je ne comprendrais même pas comment ce serait possible de travailler sans Slack. Et donc voilà, ça c'est typiquement deux gars qui sont partis d'une grosse problématique en interne de leur entreprise, et qui ont trouvé que c'était un énorme problème, et qui ont créé une entreprise qui aujourd'hui vaut des milliards. Et alors que des gens qui partent plutôt d'une idée, c'est très très rare que ça fonctionne. Bon voilà, Facebook ou d'autres finalement y sont arrivés, mais pour un Facebook, il y en a 10 000 autres à côté qui se sont plantés. Alors que partir d'un problème vraiment existant dans sa vie de tous les jours, ça peut vraiment être plus facile et générateur vraiment d'un painkiller, comme j'expliquais, et pas seulement d'une vitamine. Oui, c'est en fait ajouter vraiment de la valeur là où on est. Voilà. Et donc, et ça, c'est vraiment, voilà, ce concept de génération d'idées. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment formé à ça. Typiquement, donc à l'université, où c'est dommage. En fait, énormément d'universitaires ne vont jamais lancer leur entreprise, en tout cas directement après les études, parce qu'en fait, à l'université, on va non-stop t'apprendre quels sont les risques à lancer une entreprise, à analyser les risques, les problèmes, etc. Et à côté de ça, vu qu'on a un bon diplôme, on va trouver facilement un travail, etc. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en fait des gens qui ont jamais été à l'université, parce que eux, ils avaient pas beaucoup ce choix d'avoir une carrière un peu tracée, et où ils avaient peut-être moins peur
peur aussi de se lancer. Et donc, je me demande si dès l'université, on ne doit pas déjà apprendre en fait ces mécanismes de création de valeur, de capture de valeur, de compréhension des différences entre ces vitamines et ces painkillers, qui est par exemple quelque chose qui est beaucoup plus ancré aux États-Unis, en Angleterre et dans ces pays-là, où dès le début à l'université, on t'apprend vraiment ce que c'est le concept de créer quelque chose, et ce qui est moins le cas en Belgique en tout cas. Et comme tu le disais, quand vous êtes lancé, c'est pas ce que vous mesuriez non plus. Non, ça c'est sûr. Et finalement, bon, nous on a eu un peu de chance parce qu'on a donc trouvé cette idée aux États-Unis. Et finalement, ça aussi, je pense que c'est pas spécialement une mauvaise chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent donc trouver l'idée du siècle, alors qu'en fait, dans un autre pays, ça existe déjà. Et donc, par exemple, voyager, se rendre compte que aux États-Unis, par exemple, je sais pas moi, quand j'ai été 2 fois à New York, quand je suis à New York, je vois tellement de choses que je suis là, mais en fait, ça va arriver chez nous, et ils sont juste 10-15 ans en avance. Et donc, sortir à nouveau de sa zone de confort de la petite Belgique et aller voir ce qui se passe un peu autre part, en fait, c'est aussi générateur d'idées et de choses qui sont des choses qui ont prouvé leur création de valeur finalement dans un autre marché. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as des choses encore à ajouter ou des envies de partage. Oh non, en tout cas, merci de m'avoir invité. C'était un chouette échange et j'espère qu'il y a des personnes qui pourront s'en inspirer. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.